Radio Orient présente Pluriel. Pluriel animé par Loïc Barrière. L'invité de Pluriel est Tariq Ramadan, professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford et directeur de centre de recherche sur la législation islamique et l'éthique. Vous publiez un nouvel ouvrage, De l'islam et des musulmans, aux presses du Châtelet. Bonsoir. Bonsoir. Tariq Ramadan, je vous avais lancé cette invitation fin décembre et entre-temps l'actualité a été bouleversée par les attentats du 7, 8 et 9 janvier contre Charlie Hebdo, des policiers et des clients d'un hypermarché Kasher. Votre livre est une réflexion sur l'islam et l'humanisme. On parlera du livre dans un instant. D'abord, j'aimerais avoir votre réaction aux attaques dont vous êtes l'objet sur les réseaux sociaux. Pour certaines de vos déclarations après les attentats, on vous reproche un « oui mais », c'est-à-dire un « oui, je condamne les attentats, mais je ne cautionne pas la ligne éditoriale de Charlie Hebdo ». En clair, vous avez dit sur une chaîne de télévision suisse « je ne suis pas Charlie ». Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui ne comprennent pas votre déclaration ? Écoutez, moi ce que je peux comprendre de leur réaction d'abord, c'est le fait d'une réaction émotive, de cette charge émotionnelle. Et donc ça, je le comprends. Mais je pense aussi que nous devons dépasser ceci et être dans la réflexion, dans la raison raisonnable, parce que notre époque, elle ne gérera pas nos problèmes par la réactivité émotionnelle, mais plutôt par la gestion raisonnable des faits. Et donc ce que j'ai tout de suite dit, et là j'ai été sans oui mais et sans conditionnel, la condamnation absolue de ce qui s'est passé. Je pense que, je l'ai dit et répété, ce ne peut pas être et il faut condamner ceci. Maintenant j'ai débattu avec Sharp, j'ai débattu avec le Charlie Hebdo à l'époque des caricatures. Et j'avais mis en évidence le fait que je ne cautionnais pas ce type d'humour-là et que je pense qu'il s'attaquait beaucoup trop souvent à la même communauté religieuse et qu'ils avaient licencié Ciné. Et donc ça, c'était ma position de principe. Maintenant, on vient à ce qui s'est passé en France et ces réactions des gens en disant « oui, non, il faut condamner sans ajouter un « mais » au moment où on dit « je suis Charlie ». Et moi, ma réponse à cela est de dire « mettons-nous d'accord. Si, en disant « je suis Charlie », on veut dire par là que je suis pour la liberté d'expression et la condamnation du meurtre, je n'ai aucun problème avec ça. Si, par contre, c'est une récupération politique, c'est le fait qu'on ne peut plus rien dire sur Charlie et son humour parce que on est en soutien, là c'est un propos sans nuance, c'est une réflexion, une attitude binaire que je ne cautionne pas. Je n'aime pas les slogans et j'aime bien me positionner sur des principes plutôt que sur des slogans. Mais avec une semaine de recul, Tariq Ramadan, vous regrettez finalement d'avoir dit « je ne suis pas Charlie » juste après les attentats ? Vous le regrettez ? Non, je ne le regrette pas. Je ne regrette pas de l'avoir dit parce que c'est ma position. Maintenant, il y a un temps où il faut savoir dire les choses et être audible. Donc j'aurais dû ajouter à cela, et c'est une émission qui était de 2 minutes en l'occurrence, aux informations suisses. Je continue à dire, je ne suis pas Charlie et j'explique ma position. Voilà ce que je soutiens sans en mais et sans conditionnel et voilà ce que je me donne le droit de critiquer. Et je ne veux pas que l'on m'assigne à cette attitude qui est de dire si vous n'êtes pas Charlie, ça veut dire que vous n'êtes pas clair sur la violence, ça veut dire que vous n'êtes pas clair sur la liberté d'expression. Ça n'est pas un positionnement politique, c'est une assignation à prendre des positions qui sont binaires et qui sont extrêmement dangereuses. Il y a du dogmatisme à vouloir dogmatiquement demander à quelqu'un de soutenir la ligne éditoriale, par exemple, de Charlie. Je pense que ça, il faut être critique. Alors, on était dans l'émotion ces derniers jours. Aujourd'hui, on est dans le temps de la réflexion. Vous pensez que vous serez plus audible aujourd'hui ? Oui, mais je pense que contrairement à ce qui a été la réaction de certains sur les réseaux sociaux, je l'ai été audible très vite et je l'ai été même par des personnes, je veux dire sur ma page officielle Facebook ou sur mon site ou même sur Twitter, j'ai eu énormément de personnes qui n'étaient pas de confession musulmane, qui étaient d'autres confessions ou sans confession, qui se sont positionnées exactement de la même façon que moi. Donc ça n'est pas une position exclusivement celle d'un musulman, c'est une position de pondération, de nuance et de modération qui consiste à savoir critiquer, à être clair sur les principes et à appeler mes concitoyens
au niveau européen, comme au niveau français, comme au niveau suisse, à entrer dans un débat un tout petit peu plus profond sur ces questions. Comment vous avez vécu cette journée d'unité nationale dimanche 11 janvier quand tous les Français étaient rassemblés ? Écoutez, sur le plan du cœur et sur le plan de l'émotion, c'est quelque chose qu'il faut saluer. C'est-à-dire que vraiment, il y a quelque chose qui se passe de ce point de vue-là et qui est un peuple qui se lève. Un peuple, c'est 3 millions, 4 millions, mais c'est très représentatif. On ne peut pas nier le caractère historique de ce qui s'est passé. Vous étiez de cœur avec ces personnes rassemblées ? Oui, moi de cœur, sans aucune hésitation, et toutes les discussions qu'il y a eu sur la critique rationnelle de cet élan de cœur me gênaient. Par contre, et je l'ai dit aussi, ce qui m'a gêné en l'occurrence, c'est les chefs d'État qui étaient présents, qui se mettent en avant la récupération politique et l'exploitation politique. Ça, c'est extrêmement gênant. Et j'ai mis en évidence le cœur qui soutient et l'intelligence et la conscience qui a un malaise, parce que il y avait dans cette manifestation des personnes qui auraient mieux fait, à mon sens, de ne pas s'y rendre pour laisser la parole citoyenne s'exprimer et non pas la récupération politique être visible. Tariq Ramadan, les Français, mais je dirais la plupart des citoyens du monde ont vécu une semaine de sidération. Aujourd'hui, on essaye de voir ce qui pourrait être fait pour prévenir de nouveaux attentats. On s'est aperçu aussi que des jeunes n'avaient pas respecté la minute de silence, avaient relayé certaines thèses complotistes. Beaucoup se demandent ce qu'il faudrait faire maintenant. Qu'est-ce qu'on doit faire de ce malheur pour le vivre ensemble? Est-ce que vous avez un début de réponse? Je ne sais pas si j'ai un début de réponse, mais il y a des choses que je répète depuis presque 30 ans aujourd'hui. Il y en a une qui est importante et qui est celle de l'éducation. Vous savez, quand un jeune, un adolescent ou un jeune adulte vous dit « moi je ne veux pas faire cette minute de silence », c'est que manifestement il y a un vrai problème de compréhension sur le sens de la minute de silence et ce à quoi on l'appelle, à quoi doit-il adhérer. Et donc là, il faut vraiment faire un travail, au lieu de le condamner par les sentiments, par l'émotion négative, c'est-à-dire la réactivité émotionnelle que lui va avoir par rapport à ça, eh bien, il faut entrer dans le temps de l'explication, dans le temps du débat, et aussi admettre que des gens en conscience peuvent ou pas vouloir faire une minute de silence, parce qu'en l'occurrence, certains chrétiens, certains citoyens français qui n'étaient pas musulmans, ne se sentaient pas à l'aise avec cette minute de silence, avec tout ce que ça représentait. On a eu des médias qui ont rapporté ceci. Donc, je pense qu'il faut un vrai temps de la réflexion qui se pose la question de savoir qu'est-ce que nous donnons, qu'est-ce que nous enseignons, qu'est-ce que nous voulons donner, quel type d'enseignement va-t-on tirer de ceci. Donc il faut passer de l'émotionnel qui unit à l'éducatif qui construit un rapport à la nation, qui construit un rapport à l'identité, pas nationale fermée, mais l'identité ouverte, plurielle de ce pays. Ça, c'est un premier élément. Il y a un deuxième élément sur lequel, si vous me permettez, j'aimerais aller encore plus loin par rapport à ceci, par rapport à cette jeunesse-là. C'est aussi un discours qui doit se rendre compte que les mémoires qui constituent la France sont des mémoires plurielles et qu'il faut faire attention aux émotions sélectives. Au même moment, 2000 personnes meurent au Nigeria, une jeune fille de 10 ans est bardée de bombes, elle explose et tue. Et à un moment donné, on a l'impression, parce que les gens réagissent, ils se disent, mais comment se fait-il que chaque fois que ce sont des Arabes, que chaque fois que ce sont des Africains, on ait l'impression que ça ne compte pour rien. L'Irak, la Syrie, il y en a 150 qui meurent, et tout à coup, il y a une espèce d'explosion internationale, émotive par rapport à ce qui s'est passé. Je pense que de ce point de vue-là, autant je comprends l'émotion française, autant il faut que se construise aussi une conscience universaliste en disant, les vies, nous sommes aujourd'hui engagés dans un combat contre la violence extrémiste. Et c'est pas les Français contre les musulmans, c'est les Français de toutes les confessions contre le véritable ennemi, qui est d'une part l'extrémisme, mais d'autre part toutes les raisons qui amènent les dictatures, la pauvreté, la marginalisation, et puis aussi parfois l'incohérence des politiques occidentales. Tariq Ramadan, vous êtes enseignant vous-même. Qu'est-ce que vous préconisez justement sur le terrain de l'éducation? Vous parliez il y a un instant d'une identité ouverte et plurielle. Qu'est-ce que vous entendez par là? J'entends par là que aujourd'hui, vous savez,
Moi-même, j'ai été, comme je l'ai dit tout à l'heure, une trentaine d'années sur le terrain, et pendant longtemps, je pensais et je mettais en évidence le fait que de l'appartenance à l'État, c'est-à-dire vous êtes un citoyen, vous avez le passeport, vous allez voter. Et en fait, je me suis aperçu, à l'époque, j'en parlais déjà au début des années 90, je parlais de l'intégration des intimités. Et en fait, c'était une formule pour dire le sens de l'appartenance, c'est-à-dire se sentir chez soi. Et donc, ceci, ça se construit pas à coup de loi et à coup de permis, pas permis, que ce soit halal ou haram chez les musulmans, ou permis ou droit et obligation. Non, c'est un sens de l'appartenance, c'est-à-dire que la patrie, la nation vous reconnaît comme un sujet autonome et libre. Et ça passe par l'éducation. Ça veut dire, par exemple, revoir même nos programmes d'enseignement sur l'histoire, sur une histoire commune qui parle de la diversité des mémoires. Il est absolument impossible de penser que la France puisse se construire, par exemple, sans parler de la Deuxième Guerre mondiale et de l'extermination des Juifs. Mais il ne peut pas être non plus question de parler de la France sans parler de la colonisation et du traumatisme algérien. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas comparable en termes de drame humain, mais c'est comparable en termes de blessures historiques, de blessures de l'identité. Tout ça, il faut qu'on en parle et il faut qu'on travaille là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il faut enseigner davantage le fait religieux à l'école ? Oui, je pense que c'est une condition sine qua non de la société plurielle. Vous ne pouvez pas faire une société de respect mutuel dans l'ignorance mutuelle. Le respect mutuel, c'est la connaissance mutuelle. Et donc, ça veut dire... Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de parler de l'histoire de l'islam à l'école ? Est-ce que les enseignants sont qualifiés pour le faire ? Est-ce que les élèves sont aptes à écouter ces enseignements ? C'est à nous de faire en sorte que les élèves soient aptes. C'est-à-dire, en fait, on ne doit pas adapter nos programmes d'enseignement à l'aptitude ou non des élèves, parce que alors finalement, à partir d'un certain moment, on serait dans la culture de l'instantané, on s'adapterait uniquement aux moyens techniques que nous avons maintenant. Il faut faire extrêmement attention. Il faut que l'école soit le contre-pouvoir à la vitesse de l'Internet, à la vitesse des réseaux sociaux, qu'il faut qu'on y perd l'esprit critique. Et à ce moment-là, il faut qu'on enseigne le fait religieux, il faut que l'on équipe nos jeunes de cette réflexion sur l'histoire du christianisme, l'histoire du judaïsme, l'histoire de l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, la diversité des religions, des faits religieux, parce que c'est cette connaissance-là qui vous arme à devenir conscient de principes qui sont communs et de principes ou de rituels qui sont différents. Tariq Ramadan, on vit aujourd'hui dans un climat très tendu. Il y a eu l'émotion, le recueillement, mais on sent que ce consensus actuel pourrait ne pas durer et même aboutir à des divisions plus dures encore que par le passé. Est-ce que vous êtes inquiet, notamment pour les musulmans de France qui craignent l'amalgame ? Oui, vous savez, en venant à votre émission, rien qu'aujourd'hui, je me suis retrouvé avec 2 conducteurs de taxi qui me disaient combien c'était difficile, qu'ils sentaient une tension. Ensuite, je m'arrête dans la rue, on m'arrête et on me dit mais on devient fou dans ce pays. Donc il y a un sentiment que quelque chose est en train de se passer, qui est une atmosphère extrêmement lourde. Il faut faire attention à ce que l'effervescence des 4 millions qui étaient dans les rues ne fasse pas perdre de vue que la France, c'est pas 4 millions de personnes qui sont dans l'effervescence, c'est des gens qui vivent dans les cités, ce sont des gens qui ont eu beaucoup de doutes par rapport à ça, qui se sentent stigmatisés, et donc à partir d'un certain moment, ce que nous faisons maintenant dans notre débat ici dans cette émission est important. Pourquoi ? Parce que ce que nous devons faire, c'est de bien comprendre une chose, de 2 choses l'une, où on est inquiet de l'État et on le subit, où on devient sujet et on le transforme. Et aujourd'hui, c'est le moment où après ce traumatisme là, vous savez, quand on a un traumatisme en psychologie élémentaire, on se prend en charge en allant chercher les raisons, en le regardant en face, et puis en se construisant une personnalité. Aujourd'hui, il faut construire une personnalité collective française, c'est-à-dire la personnalité de la France, en termes de construction collective. Et là, il faut devenir des sujets, là, il faut s'engager, il faut faire... Je dis à tous ceux que je rencontre, ne vous isolez pas, c'est le moment où il faut parler. Non pas parler en vous justifiant d'être un gentil musulman, mais parler en montrant combien vous êtes engagé dans la construction de ce pays, dans la valeur ajoutée de votre présence. C'est très important de sortir de la posture victimaire, ça je le dis depuis 30 ans, pour devenir une position de sujet. Dans le livre, d'ailleurs, vous donnez
l'exemple du Ramadan. Vous dites que la période du Ramadan peut être un moment de partage entre musulmans et non musulmans. Bien sûr, tous les, je veux dire, vous savez, je dis souvent ceci, comme quelqu'un qui est engagé, savant musulman ou intellectuel musulman. Moi, 98% des fois où j'interviens dans les médias, en particulier en France, en l'occurrence, c'est souvent dans des situations de crise. C'est pas dans une situation de dire ce que l'islam est, c'est encore une fois toujours de dire ce qu'il n'est pas. Et là, ce qui est important, c'est de montrer, par le rituel, par exemple, du Ramadan, c'est très important de montrer la solidarité. C'est un formidable moment de résistance à l'esprit consumériste et à la solidarité. Le Ramadan, c'est un djihad contre la pauvreté, en fait. C'est un djihad contre la pauvreté parce que le vrai djihad, il est celui-ci, c'est de se connaître l'ennemi de la pauvreté, de la corruption et autres. Et donc, d'un autre côté, il y a tout cet aspect spirituel, toute cette dimension. Nous sommes et on parle pas de ça, on ne parle pas de... C'est comme s'il y avait un autre islam qui est la mystique, le soufisme, où on se dit, ah ben c'est merveilleux ceci, puis alors il y a tous les autres musulmans qui dans leur pratique ne vivraient pas cette mystique ou cette spiritualité. Il faut qu'on change ceci, il faut qu'on change ce rapport. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un reproche à faire à certains responsables musulmans, finalement qui ne s'expriment que sur la question de l'islam, plutôt que de s'exprimer aussi sur tous les autres sujets de société, la science, l'histoire, comme je dirais les représentants des autres religions. Oui, je pense que vous avez parfaitement raison. Et là, il faut sortir de cette position que l'on accepte trop souvent de ne parler que en tant que musulman que quand on parle d'islam. Si on est français, on doit parler de l'éducation, on doit parler de l'économie, on doit parler de la sécurité. Mais d'un point de vue musulman ou d'un point de vue français? D'un point de vue français, d'un point de vue citoyen. C'est-à-dire qu'on doit s'engager à ceci dans sa philosophie personnelle, dans sa perception de comment est-ce qu'on gère les affaires de la France. Malheureusement, les musulmans acceptent trop souvent de répondre à ça. Je vais rapidement vous donner un exemple. Un jour, je suis invité ici en France à une émission de télévision et l'animateur me dit « Je vais vous faire intervenir sur tout, mais on parlera pas d'islam. » Et donc j'interviens dans l'émission, on n'a pas parlé d'islam, pas un mot. Et qu'est-ce que j'ai reçu sur les réseaux sociaux? Mais une liste de critiques de mes co-religionnaires, de musulmans qui disent « Mais qu'est-ce que vous allez aller faire dans cette émission-là? On n'y a pas parlé de l'essentiel, on n'a pas parlé de l'islam. » Vous voyez comment eux-mêmes ils sont colonisés en se disant « Ah ben... Tariq Ramadan, quand il parle, il faut que ça soit sur l'islam. » On a dit, mais non, je veux dire, j'ai écrit un livre, L'autre en nous, qui est un livre de philosophie. Mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas assez islamique. Et la dernière fois que vous êtes venu sur cette antenne, Tariq Ramadan, vous aviez parlé de littérature et d'Arthur Rimbaud, notamment. Exactement. Et donc, il faut qu'on puisse parler de tout cela. Alors, tout à l'heure, vous avez dit, ne soyez pas les gentils musulmans qui se justifient. Qu'est-ce que vous avez pensé des différentes interventions des responsables religieux musulmans ces derniers jours? Je suis critique. Et vous savez, tout à l'heure, vous aviez dit, est-ce qu'on ne doit pas critiquer certains responsables musulmans? Je pense que la communauté musulmane française, les Français de confession musulmane, doivent quand même faire un travail critique. C'est-à-dire que leur leadership aujourd'hui, il y a un vrai problème. Nous avons une diversité, il faut l'accepter. Mais nous ne savons pas gérer notre diversité, ça finit en cacophonie, en division. Ça, c'est un premier élément. Ajoutez à cela l'intervention des États étrangers qui jouent un jeu politique. Et donc, à un moment donné, il faut une indépendance religieuse, il faut une indépendance intellectuelle, il faut une indépendance financière, il faut une indépendance de cette institutionnalisation de l'islam. Oui, mais tout de même, vous approuvez les condamnations de ces imams français des attentats. Oui, mais ça suffit pas. Si vous me parlez le leader, ça n'est pas quelqu'un qui condamne quand quelqu'un sort de la ligne. C'est quelqu'un qui construit une vision, qui construit une participation. Et là, on a un certain nombre d'intervenants qui sont systématiquement sur la défensive parce que on les pousse à ceci, qui disent parfois ce que on a envie de leur faire dire. Je veux dire que aujourd'hui, quelqu'un qui connaît les Français de confession musulmane, et qui voit chaque jour de cette crise quelqu'un comme l'imam Chalgoumi, qui est présenté comme le représentant de l'islam, ne peut pas se dire qu'il n'y a pas un problème. Mais en même temps, est-ce que ce discours, je ne pense pas forcément à l'imam Chalgoumi, mais il y a eu Tarek Oubrou, il y a eu Raleb Benchir qui était ici sur Radio Orient il y a quelques jours, Abdallah Zekri, d'autres personnalités représentant en tout cas leurs mosquées, leurs associations, finalement ils ont tenu un discours
discours très apaisant, et c'était aussi peut-être ce qu'attendaient, je dirais, les Français non musulmans pour qu'il n'y ait pas cet amalgame. On est d'accord. Si vous me demandez est-ce qu'on a bien géré la crise en termes de discours, je pourrais dire oui. Les propos apaisants, encore une fois, si vous regardez ce qui s'est passé aux États-Unis après le 11 septembre, les propos apaisants existent. Le leadership, ça n'est pas que ça. Le leadership, ça n'est pas d'apaiser. Et ça n'est pas simplement de répondre aux peurs, c'est de construire la confiance. Alors vous n'êtes pas français, vous êtes suisse. Vous n'êtes pas tenté un jour d'essayer de prendre ce leadership de la communauté musulmane avec des gros guillemets, parce que je ne sais pas s'il y a véritablement une communauté musulmane de France. Oui, je pense que vous avez raison de mettre des guillemets. On a des communautés, on a des choses, mais c'est pas mon rôle. Moi, j'ai toute ma famille est française, en l'occurrence, mes enfants sont français et j'ai toujours été impliqué dans ce discours-là, mais je n'ai pas vocation à être un leader et à représenter. Moi, je suis ce que j'essaye d'être dans ce débat-là, avec l'humilité de quelqu'un qui participe au débat, c'est d'être un propagateur d'idées et de réflexions, et en même temps de partager. Et ça fait longtemps que je le fais, partout en Occident. Donc, je n'ai pas de cette vocation-là. Maintenant, ce qui me paraît très très important, c'est qu'on passe de la réactivité qui apaise à la construction qui établit la confiance. Aujourd'hui, la France, elle a besoin de confiance. Elle n'a pas simplement besoin d'avoir moins peur, elle a besoin d'avoir confiance. Et donc, ce travail de réconciliation-là, il doit être important. Puis, il faut oser les vraies questions. On n'est pas là pour faire plaisir aux politiques, on n'est pas là pour faire plaisir aux intellectuels, on n'est pas là pour dire qu'on est des modérés avec 14 guillemets pour que les gens... Non, on est là pour dire, attendez, nous avons les moyens de vivre ensemble et nous avons cette volonté, on peut y arriver. Pluriel, animé par Loïc Barrière. Retour sur le plateau de Pluriel avec Tariq Ramadan, professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford et directeur du centre de recherche sur la législation islamique et l'éthique. Je rappelle que vous publiez un nouvel ouvrage de l'islam et des musulmans sous-titré Réflexions sur l'homme, la réforme, la guerre et l'Occident aux presses du Châtelet. Alors j'imagine que vous avez été très frappé par le parcours des trois terroristes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire sur le court terme d'abord pour empêcher de jeunes Français de se radicaliser et de prendre les armes, de devenir terroristes? Après, on pourra évidemment évoquer le long terme. On a commencé à l'évoquer quand vous avez parlé de l'éducation. Bah écoutez, déjà, vous savez, moi j'ai été beaucoup impliqué sur ces trajectoires de radicalisation parce qu'on a eu ce problème-là en Angleterre, on a eu aussi ce problème-là par rapport à ce qui se passait au Moyen-Orient, donc et puis les États-Unis. Donc ces profils-là, ils ne sont pas toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de plus éduqués qui étaient impliqués, par exemple ceux du 11 septembre, voilà, exactement, ou en Angleterre aussi, on a eu des gens qui étaient très 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 formés ou en Indonésie. Et vous avez des jeunes qui, comme ceux de France, en l'occurrence ici, ont une vie extrêmement perturbée, marginalisée, socialement pas du tout présente, ni scolairement, ni d'ailleurs socialement. Et ils passent de la délinquance au terrorisme. Exactement. Et il y a un élément qui est très très important sur le plan des études qui sont faites de ces jeunes et de ces moins jeunes, qu'ils soient éduqués ou non. La caractéristique commune qui demeure est quelque chose de tout à fait troublant. C'est la courte période qu'il y a entre un comportement ou délinquant ou totalement perçu comme non religieux, c'est-à-dire boîte de nuit, alcool, sortie, et tout à coup on verse en l'espace de quelques semaines. Il suffit de voir les photos de Koulibaly, le terroriste. Mais on a ceci pour le 11 septembre, on a ceci pour l'Angleterre. Vraiment une très très courte période. Tout à coup, quelque chose psychologiquement se passe. Et ça veut dire que là, il faut qu'on commence à réfléchir à un vrai travail, qui est un travail qui est double. On ne répondra pas à ces dérapages uniquement par la réponse religieuse. Mais on ne peut pas faire sans la réponse religieuse. C'est-à-dire qu'il faut véritablement un discours qui dise clairement ce qui est permis, en quoi ces comportements sont anti-islamiques, combien ils trahissent les messages fondamentaux de l'islam, mais en même temps, il y a un travail social, il y a un travail de rapport à l'environnement qui doit être mis en évidence, et il y a un travail en amont qui doit être fait. Est-ce qu'il faut aussi une formation, je dirais spécifique, des professionnels qui entourent ces jeunes délinquants ?
Oui, mais encore une fois, ça on le sait. Je veux dire, aujourd'hui, dans les banlieues françaises ou dans les cités, comme on l'a dans les inner cities, dans les pays anglo-saxons, à un moment donné, il faut se rendre compte que ces enfermements géographiques, que ces cloisonnements, que ces espaces où le chômage est le double de la moyenne nationale, qu'on a une stigmatisation, un rapport extrêmement tendu aux références culturelles de l'origine. Alors quand vous dites ça, ça n'est pas pour les excuser. Ah non, je ne les excuse pas, j'explique. Et c'est ça, c'est très important aussi. Merci de me poser cette question parce que souvent quand on essaye d'expliquer, les gens pensent qu'on est en train de justifier. Il y a une différence entre justifier et expliquer. Expliquer, c'est comprendre les raisons objectives qui mènent à des comportements qui sont injustifiables, en l'occurrence, qu'on ne peut pas justifier du point de vue islamique. Mais là, on doit comprendre qu'on doit faire un travail sur il faut faire un double travail, une parole religieuse, claire, et une parole sociale et politique un tout petit peu plus sophistiquée. Et c'est un des éléments sur lesquels il faut beaucoup insister, c'est que l'islam français, ce qu'on appelle l'islam de France, moi j'ai aucune crainte à dire islam français, c'est-à-dire islam, c'est le même islam du point de vue des principes et il est français du point de vue de la culture, eh bien il doit s'institutionnaliser. Il faut qu'on ait des imams qui soient formés ici, il faut qu'on ait des personnes qui comprennent les textes et le contexte, qui comprennent le lieu de vie et qui puissent apporter des réponses de ce point de vue-là. Et puis il y a une chose qu'il faut qu'on demande aux politiques. Au lieu de stigmatiser les plus radicaux et d'ignorer la majorité silencieuse, il faudrait peut-être devenir partenaire de la majorité silencieuse pour pouvoir mieux neutraliser ou accompagner ceux qui pourraient aller vers la radicalisation. Et ça, on ne le fait pas. La France manque de confiance. La France n'est pas raciste, mais elle manque de confiance. On a peu confiance les uns les autres, en l'occurrence, dans la dynamique française. Qu'est-ce que vous pensez des mesures annoncées par Manuel Valls pour confiner les islamistes terroristes dans les mêmes quartiers à l'intérieur des prisons pour empêcher la propagation de leurs idées extrémistes ? Non, mais je pense que ça encore, ça c'est pour moi, passez-moi l'expression, mais c'est un peu de la cosmétique carcérale là du coup, parce qu'on a eu de la cosmétique sociale et on va de l'avoir de la cosmétique carcérale. Donc les isoler, c'est pas ça qui rendra les personnes moins nocives en l'occurrence socialement, parce que ça se passe pas comme ça. Il faut quand même qu'on se rende compte d'une chose, à 90%, ceux qui sont dans la radicalisation ne se rencontrent pas dans les mosquées. Ils se rencontrent pas dans les espaces de prière ou de réunions communautaires sur le plan du rituel. Ils se rencontrent dans des fitness, ils se rencontrent dans des bars, ils se rencontrent. On le sait. L'étude que l'on a faite en Angleterre est absolument sidérante. Ils sont absolument en marge des réseaux religieux et spirituels. La lutte contre la radicalisation de ces personnes en Angleterre, ça a fonctionné. Votre groupe de travail, ça a eu un impact ? Pas suffisamment, parce qu'on a eu 72 propositions, il y en a une qui a été retenue seulement. Laquelle ? Et donc c'est simplement d'avoir des roadshows, c'est-à-dire de faire des conférences pour et puis ça va pas, c'est-à-dire que ceux qui vont venir à vos conférences, ce sont ceux qui sont déjà convaincus, c'est-à-dire on est en train de prêcher aux convaincus. Donc il y a une vraie. Vous savez ce qui a manqué, par exemple en Angleterre, et dont finalement on devrait peut-être tirer profit, parce que maintenant tirer enseignement, je veux dire, c'est le partenariat réel. C'est-à-dire de s'écouter les uns les autres. Et qu'est-ce qu'on a entendu en France ? Des politiques qui disent est le Patriot Act, c'est-à-dire est le modèle de législation sécuritaire qu'on a eu aux États-Unis. On va pas gérer cette question par la sécurité. Vous êtes plus pour un Education Act ? Oui, bien sûr, exactement, et un Civic Act, c'est-à-dire l'acte civique, l'acte citoyen qui est important. J'en reviens aux prisons. Il faut plus d'aumôniers musulmans dans les prisons ? Bien sûr, et là aussi on a un vrai problème, c'est-à-dire qu'il y a tellement un manque de confiance et il y a deux choses, il y a un manque de formation, c'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment d'aumôniers formés, et un manque de confiance. Mais bien sûr qu'il en faut, et il faut pouvoir faire ce travail-là. Par exemple, en l'occurrence, quand je suis allé moi au Canada, chaque fois que je vais au Canada, je vais visiter des prisons, faire un travail sur le plan carcéral en matière d'une meilleure compréhension d'un rapport. Un discours qui vient de l'extérieur et qui dit à ceux qui sont dans la prison combien l'extérieur n'est pas hostile seulement, parce qu'à l'intérieur on peut nourrir ce
ce sentiment d'hostilité. Tout ça, ce sont des partenariats éducatifs, sociaux, qui sont extrêmement importants. En France, on vous a laissé visiter des prisons en France? Jamais, parce que aujourd'hui en France, je veux dire, je suis la représentation de l'islam le plus fondamentaliste, fermé, et comme on n'arrive pas à le montrer dans mon discours, on me suppose un double discours, on n'arrête pas de répéter la même chose. Même par rapport à ces derniers événements, je crois que je suis intervenu partout dans le monde sur les questions, sur ce qui se passait en France. Et en France, il y a eu pratiquement, en l'occurrence, un évitement de cette parole-là. Donc, non, ce n'est pas en France que je peux intervenir sur le plan de. Je peux même pas intervenir dans les universités. On ne fera pas intervenir dans les prisons. Ni dans les écoles, encore moins. Encore moins dans les écoles. Alors, j'aimerais que l'on parle aussi des caricatures de Mahomet. Je sais que c'est un sujet que vous avez souvent évoqué par le passé. Est-ce qu'après les attentats qui ont décimé l'équipe de Charlie Hebdo, les musulmans doivent s'interdire de critiquer ces caricatures? Non, je pense qu'ils ne doivent. Ce qu'ils pouvaient faire et devaient faire avant, ils doivent continuer à le faire. Et malgré ce massacre? Oui, quelle était ma position? Vous savez, quand a commencé, j'ai été un des premiers en Europe quand il y a eu la fatwa contre Salman Rushdie à dire ça n'est pas une fatwa religieuse, c'est une fatwa politique, et de m'y opposer. Et en l'occurrence, après, il y a eu tout cet épisode des caricatures danoises où j'étais présent en octobre quand commence la controverse en disant aux musulmans, prenez une distance critique. Et ce que j'ai eu comme position avant le massacre, qui était de dire aux gens de Charlie Hebdo, je ne suis pas d'accord avec vous, et d'entrer dans un débat critique, ce qu'il était possible de dire avant doit pouvoir le dire après. Le débat critique ne peut pas, absolument pas, disparaître et être étouffé par la charge émotionnelle, aussi difficile soit-elle. Certains se demandent, c'est un débat, si il est véritablement interdit de représenter le prophète Mohammed dans des dessins, dans des peintures. Quelle est votre réponse? La majorité du point de vue légal, chez les sunnites, moins d'ailleurs chez les chiites, mais la très grande majorité est de dire on ne représente pas les prophètes. Parce qu'en fait, il y a toute cette idée du rapport à l'unicité du divin, et donc vous voyez bien que dans les mosquées, traditionnellement, il n'y a aucune représentation. Maintenant, effectivement, il y a eu des avis qui étaient plus nuancés, des avis de savants, à partir du IXe siècle, et par la suite, en particulier aussi au XIIIe siècle, où on a des opinions qui sont plus nuancées, et en particulier aussi chez les chiites. Mais au bout du compte, cette question-là, elle n'est pas la plus importante. À partir du moment où quelqu'un pense qu'il n'y a pas à le représenter et qu'il pense que ça fait partie de sa foi, il faut qu'on puisse le respecter. Mais lui ou elle doit aussi respecter que pour d'autres, dans d'autres traditions, on puisse faire la critique ou la caricature. Et après, de ce point de vue-là, il faut prendre de la distance. Tariq Ramadan, j'aimerais citer un passage de votre livre, de l'islam et des musulmans aux presses du Châtelet, sous-titré « Réflexion sur l'homme, la réforme, la guerre et l'Occident ». Alors voilà le passage que je voudrais citer. L'un des grands défis de ces prochaines années sera pour les musulmans de revisiter leurs références et de faire un travail intense de compréhension non seulement de la lettre des prescriptions, mais plus profondément de leur sens, de leurs objectifs et de leurs exigences, et ce dans une démarche qui ne devra jamais oublier, bien évidemment, le fondement spirituel de leur cheminement vers Dieu. Alors, l'un des grands défis de ces prochaines années, c'est finalement une réforme de l'islam, c'est-à-dire de bousculer la tradition musulmane. Écoutez, moi j'ai écrit un livre que les gens malheureusement n'avaient pas lu à l'époque, qui s'appelle « Réforme radicale ». Et mon but dans ce texte-là, qui était véritablement la base de mon centre, celui que je dirige maintenant, qui est sur la législation islamique et l'éthique, et qui était une relecture. Moi, je ne parle pas de réformer l'islam. Je parle de réformer l'intelligence musulmane, c'est-à-dire l'intelligence des textes. Les textes ne vont pas changer. Et si vous demandez aux musulmans de changer leurs textes, personne ne vous suivra. Et ils ont raison, c'est leur foi. Mais par contre, réformer l'intelligence des textes. Et là, on a un vrai travail à faire. J'ai ouvert 11 chantiers maintenant. Il faut être le continuateur des théologiens, par exemple, du Moyen-Âge ? Bien sûr, non pas simplement le continuateur, il faut même aller plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je suis pour la réconciliation de 3 ordres, c'est-à-dire autant la reconnaissance des sources de la législation, c'est-à-dire les textes révélés, les traditions prophétiques, que la réflexion sur les finalités.
parce que pour moi, ce sont les finalités qui sont déterminantes, c'est-à-dire les finalités de justice, les finalités de dignité. Par exemple, la finalité de la paix, pour moi, c'est la finalité ultime de l'islam. C'est-à-dire que même le djihad est un chemin vers la paix, jamais un chemin vers la guerre. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait la paix avec soi-même, comment est-ce qu'on fait la paix avec la nature, comment est-ce qu'on fait la paix avec Dieu et comment est-ce qu'on fait la paix avec ses semblables. D'ailleurs, dans le livre, vous rappelez l'étymologie du mot islam et contrairement à Michel Houellebecq, vous ne dites pas que l'islam c'est seulement la soumission. Ah, c'est pas du tout ça. C'est la soumission, c'est l'entrée dans la paix. C'est l'entrée dans la paix, dans une sorte de réconciliation avec son être intérieur, de réconciliation, entrer dans la paix. Même par rapport à la création, qu'est-ce que la beauté si ça n'est pas à un moment donné un rapport de pacification intérieure? La beauté, c'est aussi ça. Et donc il y a même une esthétique de la paix, il y a une mystique de la paix, il y a un rapport politique à la paix. Donc, si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse par rapport à votre question, c'est que oui, aujourd'hui, les musulmanes et musulmans doivent rentrer dans ces domaines-là. Et moi, sur le plan de l'environnement, sur le plan de l'éducation, sur le plan des arts, sur le plan de la finance, sur le plan, tous ces domaines-là, sur les plans de la médecine, tous ces domaines-là on doit ouvrir de grands chantiers sur la question de la relation homme-femme. Vous savez, je répète souvent ceci, on est en train de répéter toujours en Occident le problème des femmes en islam. Il y a un vrai problème de la masculinité, de la question du masculin en islam aujourd'hui, parce qu'on est en train de bousculer tous les anciens repères culturels. C'est plus du tout la même chose. On a un vrai travail à faire et les premiers responsables de ce travail-là, les premiers qui doivent se plaindre d'eux-mêmes en conscience, ce sont les musulmans. C'est pas l'Occident qui nous interdit de revisiter nos textes. Alors dans votre livre, vous posez des questions, vous essayez d'apporter des réponses. Prenons par exemple cette notion de djihad. C'est une notion, écrivez-vous, qui est mal comprise, y compris par les musulmans. Dans quel cas le recours à la violence est-il légitime en islam? Alors d'abord, une première des choses, c'est très important de comprendre que le djihad, il a 80 occurrences en islam et non pas simplement la notion de guerre. La notion de guerre, c'est le qital, c'est une des formes du djihad. Et donc, en l'occurrence, le qital, c'est la guerre armée, en fait. C'est là où on va être armé. Et elle n'a de légitimité que dans des situations extrêmement spécifiques, donc on peut résumer à deux situations. En l'occurrence, la première, c'est quand on est agressé, c'est-à-dire la notion de la légitime défense. Quand il y a colonisation et exploitation, c'est ce que je disais en l'occurrence. Vous savez, on m'a interdit d'entrer 6 ans aux États-Unis parce que je disais deux choses. Je disais, par rapport à l'Irak et par rapport à la Palestine, vous entrez dans des pays, ils ont la légitimité de se défendre. Et je viens de mettre récemment sur ma page Facebook une référence à Jaurès, qui dit au Parlement français, mais ceux que vous appelez fanatiques, ce sont des gens qui résistent à notre colonisation, nous sommes allés réprimer, et dans votre patrie, ce sont ceux les résistants de la France, ce sont ceux qu'on célèbre. Eh bien, en islam, il y a cette idée qu'on résiste à l'exploitation, qu'on résiste à la colonisation. Donc l'émir Abdelkader en Algérie, c'était un djihadiste en quelque sorte? C'est un moudjahid. Un moudjahid. Et tout le monde le sait, c'est un mystique et un moudjahid. Et il est une figure de la résistance algérienne. Et dans l'histoire algérienne, les moudjahidoun, c'est-à-dire ceux qui ont résisté à la colonisation française, avaient légitimité à le faire. Mais qui dit que c'est licite et illicite? Puisqu'aujourd'hui, ces terroristes qui ont assassiné l'équipe de Charlie Hebdo, qui ont attaqué des juifs parce qu'ils étaient juifs, des policiers, finalement, ils peuvent aussi se réclamer de ce djihad guerrier, estimant qu'il est légitime. Qu'est-ce que vous dites à des jeunes qui vont vous dire, écoutez, je suis un moudjahid et non pas un terroriste? Ils le disent, et en l'occurrence, c'est là où il faut que nous comprenions une chose. D'abord, ce que vous mettez en évidence par votre question, c'est une réalité essentielle, c'est-à-dire que nous avons une crise de l'autorité, c'est-à-dire qui décide de la norme. Parce que ce qu'ils disent, par exemple, vous savez, Ayman el-Zawahri, qui représente Al-Qaïda, donc qui est lié à ces jeunes, finalement, si on nous dit que ça vient du Yémen, il dit, mais nous sommes dans un djihad défensif, l'Occident nous exploite, et l'Occident nous exploite par des dictateurs qui le soutiennent. Donc, en allant
tuer ceux qui soutiennent les dictateurs, nous sommes dans une légitime... Alors, c'est là où il faut comprendre que la réponse religieuse ne suffit pas. Il faut une réponse politique. Il faut comprendre le contexte politique en disant, mais attendez, ça n'est pas... On peut pas politiquement dire que tous ceux qui ont voté aux États-Unis sont coupables de ce que fait le gouvernement. Parce que finalement, alors on n'a plus de normes. Et c'est là où on doit faire un travail normatif, de réflexion sur les textes et de réflexion sur le cadre politique. Et vous avez parfaitement raison de mettre en évidence aujourd'hui, que ce soit chez les sunnites ou chez les chiites, nous avons un problème de qui dit cette norme, comment elle se situe. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que si vous écoutez le monde musulman, dans la quasi-unanimité, il y a une vraie prise de position en disant ceci n'est pas islamique. C'était vrai pour le 11 septembre, c'était vrai pour les attentats de Bali, pour les attentats du Maroc ou les attentats de Madrid ou les attentats de Londres. Donc on a quand même un consensus. Mais ce consensus ne suffit pas à dire l'autorité. Il faudrait véritablement une haute autorité musulmane mondiale, une sorte d'équivalent du Vatican? Non, je pense que dans la tradition musulmane, nous sommes tous très contents de ne pas avoir de pape qui nous représenterait tous. Mais une chose est d'être content de pouvoir vivre la diversité, une autre chose est de ne pas savoir la gérer et d'en faire une réalité de la division. Donc il faut aujourd'hui au niveau national des plateformes en France, ou en Angleterre, ou en Belgique, ou au Canada, et on en a certaines, mais il faut qu'elles viennent aussi des musulmans qui se prennent en charge et qui développent ces plateformes-là, qui déjà au moins au niveau national acceptent la diversité des positionnements musulmans, mais acceptent aussi d'en discuter. Alors le problème, c'est comment ces autorités religieuses arrivent finalement à atteindre ce jeune public musulman qui cherche des réponses, qui a besoin de spiritualité et qui peut être une proie pour des recruteurs djihadistes. Certains musulmans, notamment les convertis, estiment que l'islam c'est une série d'interdits, ça c'est halal, ça c'est haram. Est-ce qu'il ne faudrait pas, publier une sorte de catéchisme musulman, peut-être, je dirais, pour aider ces jeunes musulmans qui ne s'y retrouvent pas parmi tous ces textes qu'on trouve sur Internet? Alors je ne sais pas si un catéchisme suffirait à pouvoir atteindre des populations qui lisent peu. Mais par contre, vous avez raison sur un point, c'est que nous avons à être beaucoup plus sur le terrain. Moi, j'ai beaucoup parlé de mouvements nationaux, d'initiatives locales. Il faut que nous institutionnalisions notre présence sur le plan local. C'est pas simplement des mosquées, ce peut être des centres, ce peut être des centres d'activité, ce peut être même des foyers, ce peut être même des centres sociaux. Il faut que nous ayons un autre type de présence qui ne porte pas le message musulman uniquement dans le licite et l'illicite et le halal, le haram comme vous dites, mais qui soit beaucoup plus dans une espèce... Vous savez, il faut qu'on comprenne une chose. Tant qu'en France, quand on dit musulman, chez des jeunes, on n'a pas l'impression que c'est une valeur que l'on a, mais c'est un défaut que l'on porte, ça ne passera pas. Et j'ai toujours dit ceci aux musulmans, vous devez faire en sorte que l'étiquette musulman puisse être perçue comme quelque chose qui est un apport et qu'on valorise ceci. Éduquer, c'est valoriser, mais tant que si vous êtes musulman, c'est un défaut que vous portez, eh bien, encore une fois, c'est une tare et vous n'y arrivez pas. Donc, c'est aussi sur le plan local une présence. Et le grand malheur que le grand malheur que nous vivons aujourd'hui et qui voit la progression d'un certain type de courant littéraliste aujourd'hui sur le terrain, c'est qu'en fait, ils occupent de plus en plus le terrain. Ils ont des mosquées locales, ils ont un discours local et ils atteignent ces jeunes. Ils sont dans la pensée binaire. Il y a nous, les musulmans, et il y a tous les autres. Et ça, c'est le premier pas potentiel vers la violence, qui peut être le résultat de ceci. Qui sait politiquement utiliser un esprit ou jouer d'un esprit binaire peut l'amener à la violence. Et là, de ce point de vue-là, il faut faire très attention. Dernière question, qu'est-ce que vous dites aux jeunes que vous rencontrez qui peuvent avoir la tentation de cautionner les attaques qui visent les Juifs et qui font un amalgame entre Israël et les Juifs? Écoutez, j'ai aussi dit et répété depuis très très longtemps que l'antisémitisme était anti-islamique, et donc de ce point de vue-là, j'appelle les Français de confession musulmane, comme d'ailleurs les Français de confession juive, à bien comprendre leur rôle historique aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'ils doivent venir ensemble en tant que Français et être capables de mettre en évidence leurs principes communs ici, et puis d'avoir aussi des critiques acceptées, que ce soit par rapport à l'État d'Israël et de sa politique, comme de n'importe quel État, que ce soit l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Turquie, mais qu'on soit dans le débat politique critique.
Aujourd'hui, nous sommes beaucoup trop, et il faut faire très très attention, dans le discours victimaire. Quand j'entends aujourd'hui des Français de confession juive dire on peut plus vivre dans ce pays, on va partir, et même le Premier ministre Benjamin Netanyahou venir dire aux Juifs de France votre patrie c'est Israël, et d'un autre côté des musulmans qui disent Français de confession musulmane on n'arrive plus à vivre dans ce pays, ce discours polarisé et victimaire n'aide pas l'avenir de la France. La France elle a besoin de Français de confession juives, chrétiennes, musulmanes, agnostiques et athées qui viennent au nom de ce pays-là, au nom de ces valeurs-là, et qui cessent de se plaindre d'être des victimes et qui finalement déterminent pour eux le fait de ne plus se plaindre d'être des victimes, mais de comprendre qu'ils sont des sujets et qu'ils doivent travailler ensemble. C'est ça l'avenir de la France. Merci Tariq Ramadan. Je rappelle le titre de votre livre, De l'islam et des musulmans, aux presses du Châtelet. Bonsoir. Bonsoir. C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.